Donc, rapidement, je te présente. Donc, tu es Kevin Jourdan, entrepreneur web nomade. C'est toujours le cas, j'imagine. Peut-être Toujours moins. majoritairement, ouais. Donc, éditeur de site, j'avais noté courtier en actifs digitaux. Mhm. Et bien sûr, le fondateur de dotmarket.eu, qui est magnifiquement écrit sur ton t-shirt. Ouais. Voilà. Exactement, c'est ça. Co-fondateur, parce qu'on est deux derrière l'aventure et il y a aussi une super équipe. Donc, j'aime bien préciser en général que c'est pas fondateur, c'est vraiment co-fondateur. Et sans Mayan, qui est pas là aujourd'hui, évidemment, parce que c'est moi qui ai la conf, mais il n'y aurait pas Dotmarket et il n'y aurait pas tous les projets qui vont avec. Ok. D'accord. Super. Eh bien, Kevin, on va t'inviter à partager ton écran. Et après, Allez. voilà, d'enchaîner sur ta conférence. C'est 40-45 minutes, ça te va en termes de c'est timing? très bien. C'est parfait. Génial. Super. En tout cas, merci à toi vraiment d'avoir pris le temps. C'est vraiment cool. Première fois qu'on te reçoit dans de nos événements. Tu n'avais jamais reçu sur la chaîne YouTube, sur Twitch ou autre. Donc voilà, c'est un gros kiff. Et c'est vrai que quand on a fait la proposition de la conférence à la communauté, beaucoup de personnes étaient intéressées. Autant, comme on s'est dit, sur l'achat que sur la revente. Donc c'est parfait. Et voilà, à toi de jouer, quoi. Merci encore. Merci. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Alors, hop, vous me dites quand c'est... Là, quand tout est bon. C'est bon. Nous, on va se retirer et on se dit à tout de suite. Eh bien, allez, parfait. Donc, moi, je vois que mon écran, donc si jamais il y a des petits bugs, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai si je le vois. D'accord. Impeccable. Bon, génial. Eh bien, allez, c'est parti. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler évidemment un petit peu de l'achat-vente de sites, mais avant d'attaquer tout ça, je vais prendre 1 minute grand max pour vous parler de qui je suis et que vous, vous compreniez un petit peu pourquoi je suis là pour vous parler d'achat-vente de sites. Alors, je m'appelle Kevin Jourdan, l'introduction a été faite. De base, je suis éditeur de sites. J'ai démarré en 2012. À l'époque, j'étais expatrié aux Philippines et je bossais dans une boîte qui faisait des programmes minceurs sur Internet. Et mon taf principal, c'était de m'occuper justement de l'affiliation pour la marque. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, puisque je travaillais au quotidien avec les affiliés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes premiers sites. Et c'est devenu mon activité principale à partir de 2014. Et par la suite, j'ai décidé d'explorer un petit peu tous les mondes autour de l'édition de site internet, donc de la formation. Alors, elle n'était pas aussi bien que ce que Asynchrone fait aujourd'hui avec la formation création de site que je vous recommande d'ailleurs. Je te renvoie les mots gentils Asynchrone. La création de site clé en main, et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je me suis spécialisé sur un créneau qui est l'achat-vente de... Alors, je vais dire site internet, mais on va parler d'actifs digitaux de manière générale. Dans cette conférence, évidemment, je vais me concentrer sur l'actif qui se vend le plus, qui se vend le mieux, qui est le plus connu aussi, c'est le site internet. Mais sur Dotmarket, sachez qu'on fait absolument tous les types d'actifs digitaux. Il y en a qui se vendent, on va dire, de manière un petit peu plus underground en France, donc ça ne sert à rien d'y passer trop de temps. Les applications mobiles, les SaaS, etc., ce n'est pas encore très développé niveau marché. Mais par contre, on va parler site internet et notamment site de contenu. Alors, au programme, on va diviser ça en 4. La 4e partie étant évidemment l'aspect questions-réponses. Donc, préparez vos questions et je serai ravi d'essayer d'y donner un maximum de réponses. Mais avant ça, on va parler de pourquoi acheter peut permettre d'aller plus vite. Alors, ça ne va pas être le gros de la conférence parce que mon but, ce n'est pas de vous montrer pourquoi il faut acheter un site. Ça, je pense que c'est un choix stratégique qui se défend et qu'il faut faire à certains stades du développement de sa carrière d'éditeur ou d'éditrice de site. Je ne sais pas si j'aurais acheté un site direct pour démarrer, par exemple. Peut-être avec le recul que je le ferais, mais bon, mon objectif, ce n'est pas d'essayer de vous convaincre d'acheter des sites, c'est de vous donner quelques atouts que ça peut avoir à un moment donné de votre carrière, de considérer l'achat de site pour aller un petit peu plus vite. La plus grosse partie, ce sera comment vendre mieux. Vous avez un business internet, vous réfléchissez potentiellement à faire une exit comme ce que Asynchrone a fait effectivement avec nous il y a quelques jours. Merci de nous avoir fait confiance. Je vais essayer de répondre à quelques questions sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir le meilleur prix de vente sur son business internet. Et ensuite, on parlera d'un domaine qui est finalement encore assez peu connu en France, mais qui est assez fun aussi. C'est acheter, quick wins, revendre. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'aller finalement trouver des cibles, les retaper et les préparer à la revente. Donc, je répondrai aussi en partie à ta question, Romain, sur
qu'est-ce qu'on peut faire, en combien de temps on peut justement retaper un site et le revendre, en combien de temps on peut espérer obtenir le meilleur prix pour ce site. On pourra y revenir tout à l'heure et si vous avez des questions spécifiquement là-dessus, évidemment, rendez-vous dans les questions-réponses. Du coup, première partie, acheter pour aller plus vite. Ça va être réglé en une slide, mais je vais essayer de donner des arguments et c'est peut-être pas tous les arguments, attention, hein, c'est pas forcément exhaustif, mais pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut permettre à partir du moment où on a quelques sites établis dans une thématique, de considérer l'achat comme une solution de croissance. Les exemples qu'Asynchrone a donnés sont intéressants. Un groupe média, aujourd'hui, c'est typiquement le type de business qui va avoir tendance à ne plus vouloir créer, mais plutôt à vouloir racheter. Pourquoi? Parce que quand on rachète, la première chose qu'on a, c'est un gain de temps. Un gain de temps, pourquoi? Parce que quand on est déjà bien établi, qu'on sait exactement ce qu'on peut faire pour monétiser un business, qu'on a déjà une audience et qu'on aimerait gagner des parts de marché, quand on a déjà un business et qu'on aimerait devenir plus gros pour pouvoir, je pense à Reworld Media qui vient de faire une offre absolument astronomique de rachat du groupe Unify. Donc Unify, c'est la branche édition de site de TF1. Si vous n'avez pas vu passer la news, ça va vraiment secouer l'espace médiatique francophone, parce que là, on parle quand même du rachat au féminin, Doctissimo, les numériques, pour ne citer que. Donc, c'est vraiment des très, très gros sites qui vont basculer d'un énorme groupe média à ce qui se fait à peu près de mieux aujourd'hui en termes d'édition de site. Attention, je ne parle pas forcément de la qualité, mais en termes de stratégie économique. Pourquoi ils le font? Parce que c'est du gain de temps et c'est des parts de marché. Maintenant, si on se remet à notre échelle de petit éditeur, petite éditrice de site et qu'on réfléchit stratégiquement à qu'est-ce que ça peut permettre d'acheter un site internet, ça peut permettre aussi d'éviter la sandbox. Vous le savez, lancer un site de zéro, aujourd'hui, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est au moins quelques semaines. Il y en a qui font des études de cas où ils montrent qu'ils arrivent à sortir de la sandbox assez rapidement. Personnellement, je n'ai pas ces techniques-là. Mon dernier site que j'ai monté from scratch, qui était dans l'univers du dating, il a fait à peu près 12 mois de sandbox avant de sortir. Une fois qu'il est sorti, il a tout pété. Mais 12 mois de sandbox, c'est extrêmement long. Et franchement, je pense que si je n'avais pas déjà été dans l'édition de site et que ça n'avait pas été un projet secondaire, j'aurais probablement abandonné bien plus tôt dans ce projet, ne serait-ce que parce que 12 mois à créer du contenu sans gagner d'argent, aïe, c'est long. Donc à refaire, voilà, trouver un site qui est déjà un petit peu sorti, ça permet de sauter la sandbox. On peut potentiellement déjà avoir du trafic, voire même avoir déjà un petit peu de revenus. Et ça, en termes de motivation, c'est aussi super important parfois. Ça dépend un petit peu de ton profil, ça dépend comment tu relativises l'attente. Asynchrone parlait tout à l'heure de l'intérêt de bien aimer une thématique pour pouvoir s'y consacrer sur du plus long terme. C'est vrai, ça aide. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, avoir un site internet qui génère déjà du trafic et déjà un petit peu de revenus, ça peut être un bon moyen de trouver la motivation dans la performance. Si ce n'est pas dans la niche, que ce soit dans la performance. Ensuite, de manière générale, c'est plus safe qu'un expiré. Alors, je ne suis pas expert en expiré et je pense que quelqu'un comme Jérôme Pasquelin ou même comme toi, Romain, pourrait probablement donner des exemples contraires à partir du moment où tu as chopé le bon expi, etc. Mais de manière générale, pour quelqu'un qui arrive dans le domaine et qui n'est pas expert ou experte en choix de domaine expiré, racheter un site qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà sorti, qui a déjà des preuves de trafic auxquelles on peut se connecter et aller analyser un petit peu, est un bon moyen d'éviter de choper un nom de domaine expiré qui serait filtré ou qu'on n'arriverait pas potentiellement à relancer. D'un point de vue finance, parce que ça va avec, ce qui peut être intéressant quand on rachète un site, on verra tout à l'heure que ça dépend aussi des sites qu'on rachète, mais de manière générale, par rapport au standard prix de marché qu'on verra tout à l'heure, pardon, on peut être jusqu'à 50% de rentabilité sur un site internet. Quand je dis 50, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est évidemment toujours avant impôt, avant réinvestissement. Mais en tout cas, aujourd'hui, racheter un site internet, c'est quand même des degrés de rentabilité qui peuvent être complètement incroyables. Par conséquent, financièrement, ça peut être intéressant de juste gagner du temps en prenant un business qui va s'autofinancer. S'autofinancer, ça nous amène à la partie stratégique. Un site qui génère déjà un petit peu de revenus, c'est un site qui, du coup, peut autofinancer votre création de contenu, votre stratégie d'achat de liens ou même simplement le temps que vous allez passer dessus. Parce que le temps qu'on passe sur un site internet, en tant qu'éditeur, éditrice de site, on se dit que c'est notre métier.
mais le temps, c'est aussi de l'argent. Le temps que vous passez sur un site, c'est du temps que vous ne pouvez pas passer sur un autre. Et par conséquent, avoir un site qui finance déjà en partie ce temps, ça peut être important pour vous motiver justement à le passer, ce temps-là. Stratégiquement, un rachat de site, ça peut aussi permettre d'avoir simplement une stratégie d'occupation des SERP. Alors attention, multiplier les sites, ça peut aussi être un bon moyen d'oublier de travailler sur son site principal. Mais si on fait ça bien, le fait de racheter des sites peut, dans certaines thématiques, permettre d'aller simplement squatter quelques positions sur une SERP. Et si vous avez par exemple quelques mots-clés que vous maîtrisez très bien en termes de monétisation, mettre la main sur des sites déjà existants pour aller plugger votre monétisation dessus, ça peut être un excellent atout pour gagner de manière incrémentale des positions dans la SERP et des revenus de manière relativement simple. C'est ce que j'entends par synergie avec un site qu'on aurait déjà, c'est-à-dire que si vous savez comment monétiser un site dans l'univers de la rencontre, par exemple, vous allez en récupérer un autre, vous n'allez pas démarrer de zéro, vous n'avez rien à réapprendre, vous avez probablement du taf pour faire en sorte que ce site devienne monétisé, mais en tout cas, vous savez déjà comment le monétiser. Je vais finir quand même cette slide avec un rappel des risques parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Évidemment, il y a beaucoup d'avantages à racheter un site internet, je viens de les voir. Par contre, il y a aussi des choses qu'il faut avoir en tête. C'est jamais garanti. Un investissement de manière générale n'est jamais garanti. Il y a toujours le risque que, Asynchrone parlait tout à l'heure, un site qui a passé 5 ans d'update. À l'époque, 2018, je me suis fait éclater un site dans l'univers de la pharma qui avait passé 4 ans d'update. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, un site a passé 4 ans d'update qu'il ne risque pas un jour d'en prendre une autre qui vient fondamentalement changer ce que Google attend de votre site. Par contre, c'est certain que plus il y en a eu, plus on peut commencer à réfléchir et à anticiper ce sur quoi on pourrait se faire pénaliser. Et il y a des thématiques, évidemment, qui sont plus à risque que d'autres. Attention à faire le tri, évidemment. Il y a plein de marketplaces qui existent aujourd'hui. Je ferai un petit peu le tour tout à l'heure pour vous montrer où est-ce qu'on peut aller sourcer des sites internet à acheter. Pensez à faire le tri. Toutes les marketplaces ne proposent pas un filtrage à l'entrée. Dans la majorité des cas, c'est à vous de faire ce tri. Je ne vais pas faire une conférence sur comment on audite un site parce que ça serait un sujet complet à part entière. Mais pensez vraiment à faire le tri. Ce n'est pas parce que c'est shiny, ce n'est pas parce que ça a l'air sympa sur la fiche descriptive que c'est forcément un site intéressant à racheter pour vous. Ça peut aussi être plus cher qu'un expiré parfois, faut l'avoir en tête. Donc, monter un site sur un business expiré, ça peut être un bon moyen de trouver un petit domaine pas trop cher et d'aller un petit peu plus vite. Trouver un site internet à retaper, par exemple, ou un site internet qui fonctionne déjà, en général, ça vous coûtera un petit peu plus cher, sauf si on tape du très, très gros expiré. Et la dernière chose à savoir, c'est que comme avec l'expiré, on récupère le passif du site aussi. Donc, j'en reviens à la question de faire le tri. Auditer un site avant de le racheter, c'est extrêmement important. Certes, vous récupérez le trafic, vous récupérez ce qui a l'air bien sur le site, mais vous récupérez aussi peut-être les choses un petit peu cachées qui peuvent aller avec. Donc, pensez à faire vraiment ce travail d'audit pour essayer d'identifier quel est le passif potentiel que vous pouvez récupérer quand vous achetez un business Internet. Voilà. C'est fini avec la partie acheter pour aller plus vite, parce que ce n'est pas le sujet principal de cette conférence. L'objectif, c'est plutôt de parler de comment vendre mieux un business. Du coup, on va attaquer ça et je vous ai divisé cette partie-là en 8 questions clés. Alors, les 8 questions, je préfère préciser une chose. Il y a de la data qui est de l'analyse un petit peu marché. Quand je dis analyse marché, c'est-à-dire que nous, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on fait ça. Acheter et vendre des sites internet ou intervenir en tant que courtier qui accompagne des gens sur l'achat-vente de leur business internet. Je fais une petite vérif, tout tourne, c'est bon, on est bien. Maintenant, les datas que je vous partage là, c'est de la data qui est issue de notre analyse en interne. On a un peu plus de 2000 personnes qui sont enregistrées en tant qu'acheteurs, acheteuses potentielles sur DotMarket avec des budgets qui vont de quelques centaines d'euros à plusieurs millions d'euros de budget annoncé, de liquidité annoncée pour faire des investissements. Donc, les statistiques que je vais vous montrer dans les slides qui viennent sont réellement propres à DotMarket. Et je préfère le préciser parce qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue, évidemment. C'est la vérité d'un acteur du marché qui vous partage ces datas.
Voilà. Donc, quelles sont les niches les plus demandées? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé à Asynchrone, c'est quoi les niches qui rapportent le plus? C'est une bonne question. Les niches qui rapportent le plus, c'est un peu toujours les mêmes. Asynchrone l'a dit, il y a des thématiques qui seront toujours evergreen, il y a des thématiques qui payeront toujours un petit peu mieux. Maintenant, si on réfléchit à quelles sont les niches qui se vendent le mieux, on peut aussi se poser la question de, au lieu de prendre la thématique qui va me rapporter le plus, je vais peut-être choisir une thématique qui a le plus de chances de vouloir être rachetée en bout de course. On verra ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, pour augmenter la valeur perçue d'un site Internet, être dans une thématique qui est demandée, c'est aussi un petit calcul à faire. Ça peut paraître au premier abord pas grand-chose, mais un site dans la santé, par exemple, aujourd'hui, va se vendre globalement moins cher qu'un site dans l'univers de la finance. Pourtant, sur le papier, la finance et la santé vont être dans les thématiques qui rapportent le plus à partir du moment où on s'attaque aux bons aspects. Mais en termes de perception et de facilité de liquidité sur le marché, la finance est extrêmement recherchée, la santé beaucoup plus compliquée. Donc, quelles sont les niches les plus demandées sur Dotmarket? Eh ben, vous le voyez, elles sont à droite. Santé, bien-être, c'est la plus demandée et pourtant, ce n'est pas celle qui se vend le plus cher parce que justement, il y a ces problématiques de EAT, de Your Money or Your Life et toutes ces choses-là qui globalement peuvent ralentir un petit peu la capacité à vendre le business. Les niches qui se vendent vraiment bien aujourd'hui chez nous, c'est tout ce qui est grand public. Donc, ça va paraître un petit peu bateau, mais aujourd'hui, si vous vous lancez dans de la thématique tech, dans de la thématique sport, de la thématique bricolage, jardin, maison, l'exemple Epic Gardening que Asynchrone a partagé tout à l'heure, excellent exemple de business qui partirait en un claquement de doigts absolument auprès de à peu près tous les médias. Mais globalement, voilà, il y a des thématiques qui partent plus vite que d'autres. Ce slide-là, ça vous donne les thématiques les plus demandées sur Dotmarket. Et on va attaquer avec la suite qui sont les modèles économiques les plus demandés. Parce qu'avoir une niche dans une thématique, c'est bien. Enfin, avoir un site dans une niche, c'est bien. Mais se poser la question de qu'est-ce qui est demandé en termes de modèle économique, c'est encore mieux. Alors, encore une fois, je le précise, ça, c'est chez nous. Et je vous parlerai tout à l'heure de pourquoi bien choisir son courtier ou sa plateforme, c'est super important en fonction du business que vous vendez. Mais en tout cas, sur Dotmarket, sachez-le, ce qui est le plus demandé, ben vous l'avez là, c'est affiliation, e-commerce, abonnement. Et on voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre le numéro 1, l'affiliation, et le numéro 2, le e-commerce, et le numéro 3, l'abonnement. On parle de 80%. On parle de 80%, on parle de 62%, on parle de 53%, donc ça descend extrêmement vite. Et après, on se rend compte que tous les modèles économiques secondaires sont demandés à peu près à part égale, en tout cas sur notre database, encore une fois. Donc là, l'étude, elle a été faite sur 1894 acheteurs, donc ça a augmenté un petit peu depuis. C'est des statistiques qu'on a sorties en interne, ça, il y a quelques semaines. Mais globalement, voilà, aujourd'hui, sur Dotmarket, ce qui se vend le mieux, ce qui est le plus demandé, ça va être les business affiliations et on va voir dans les statistiques prix de vente délai que ça se confirme en termes de performance. Alors, quels sont les business qui se vendent le plus vite? Encore une fois, chez nous, je vous ai parlé de l'intérêt de nos acheteurs pour des sites d'affiliation. Ben, ça se confirme dans les chiffres. Alors, 2021 a été une année assez ouf en termes de moyenne de délai pour vendre des sites d'affiliation. On était à 6 jours en moyenne. On a remonté en 2022 parce qu'on a augmenté aussi la valeur des sites et qu'on ne vend pas aussi vite. Évidemment, des sites à 500 000 euros, 1 million d'euros que des sites à 5 000, 10 000 euros. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre les business affiliations qui globalement peuvent réellement partir pour la majorité en moins d'une semaine chez nous et les sites e-commerce qui, de manière générale, ont tendance à prendre beaucoup plus de temps. C'est pareil pour les sites de dropshipping. La différence, vous voyez, elle n'est pas énorme entre les deux. La vraie distinction entre les deux, au-delà du fait qu'on ait une audience naturellement, de par mon parcours, plus orientée édition de site, affiliation, c'est que quand on vend un site d'affiliation, concrètement, on vend un business qui peut être repris par absolument tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est capable, grâce aux formations qu'il y a sur Internet, notamment celle d'Asynchrone, celle de Maximilien, de reprendre un site d'affiliation et de réussir potentiellement, en tout cas, à le maintenir, si ce n'est à le développer en travaillant dessus. Dès qu'on parle de site e-commerce ou de dropshipping, on rentre dans un modèle économique où, d'une, les compétences ne sont pas les mêmes.
Et étant issu du monde de l'affiliation, je pense que je peux me permettre de dire qu'il faut plus de skills pour gérer un e-commerce ou un drop que pour gérer de l'affiliation. De deux, ce n'est pas le même temps de gestion. Alors, même si on peut arriver à automatiser au maximum un business en e-commerce ou en dropshipping, je ne pense pas qu'on puisse aller aussi loin que l'automatisation possible sur un site d'affiliation où le travail peut vraiment être rendu très passif. Et de trois, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant pour un site d'affiliation, tout le monde est capable de reprendre un business, de mettre quelqu'un qui s'occupe de la rédac et de le laisser tourner. Autant sur le e-commerce et le dropshipping, notre expérience, c'est plutôt de réaliser que pour racheter un business de ce type, il faut un peu plus d'affinité que pour racheter un business d'affiliation. Aujourd'hui, il y a plus de réflexion de la part des acheteurs et des acheteuses sur est-ce qu'ils vont kiffer le produit du business e-commerce ou du business dropshipping que ce qu'il va y avoir comme réflexion sur les sites d'affiliation où il y a un petit peu moins de temps passé à se demander si c'est une thématique qui leur plaît ou pas. Qu'est-ce qui se vend avec le moins de négo? La dernière slide, ça sera sur les prix. Je l'ai gardé un petit peu pour plus tard parce que je sais que c'est en général la chose qui est demandée, qui est le plus demandée. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous montrer l'impact que ça a, la marge de négociation qu'on peut avoir sur un business. Encore une fois, à partir du moment où on choisit le bon courtier ou la bonne plateforme avec la bonne audience pour vendre, on peut vraiment avoir des chiffres qui vont varier du tout au tout. Nous, encore une fois, on est une plateforme à la base qui est spécialisée sur les sites d'affiliation, même si on vend du e-commerce, du dropshipping, de l'infoproduit, du SaaS, etc. Mais notre audience, elle a vraiment cette expertise-là et cette attente de voir des sites d'affiliation. Par conséquent, on voit que la marge de négociation moyenne, elle est extrêmement faible, voire proche de zéro. Alors là, on est en 2022, on n'est qu'à la moitié de l'année, ça peut réévoluer d'ici la fin de l'année, mais on voit que la marge de négociation sur les sites d'affiliation est extrêmement basse. Et plus on va dans des modèles économiques qui sont moins notre spécialité, plus on obtient une marge de négociation qui est un petit peu plus élevée. Je pense que la statistique de 1,98 en 2021 sur le e-commerce, elle doit être fausse. On doit être à peu près au même niveau sur les 10-12%. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Il y a le prix qu'on peut vouloir et ensuite, il y a le prix globalement qui peut être négocié. Et si vous savez où est-ce que vous allez vendre, globalement, vous saurez aussi à quoi vous pouvez vous attendre en termes de marge de négociation. C'est important à avoir en tête parce qu'il y a quelques années, il y avait une statistique qui était sortie notamment sur Empire Flippers et je sais qu'ils ont bien bossé dessus. Donc attention, c'est une statistique qui date d'il y a 2 ans et il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Mais une statistique qui montrait que globalement, il y avait une différence de 30% entre les prix affichés et les prix qui étaient réellement payés. Ça peut vous donner une fausse idée de la valeur de votre business. Parce que si vous allez sur une plateforme où il y a des prix qui sont 30% au-delà de ce qui sont réellement payés, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner l'impression que votre business vaut potentiellement 30% plus cher que ce que vous serez payé en bout de course. Ça peut être un petit peu déceptif. Les business qui se vendent le plus cher, là pareil, bien choisir la plateforme parce qu'en fonction de la plateforme et de l'audience, on va pouvoir vendre potentiellement bien plus cher. Chez nous, par exemple, encore une fois, ce qui se vend le mieux, c'est les sites d'affiliation et ça se voit dans les multiples. Asynchrone a parlé il y a quelques instants de la vente de son site qui est partie à x35. Je préfère préciser, x35, c'est une fourchette haute, ça n'arrive pas tous les jours. C'est pas la règle que je veux vous donner aujourd'hui, parce que si vous venez me voir en disant en me disant je vais vendre mon business à x35 chez vous comme Asynchrone, malheureusement, ça ne se fait pas aussi naturellement que ça. Il faut un passif. Il y a la notoriété, la crédibilité d'Asynchrone aussi qui joue sur ce business. Il faut l'avoir en tête. Quand on est un petit peu connu dans le domaine et qu'on est respecté par les gens, ça peut aider aussi à tirer les prix vers le haut parce qu'un acheteur va se dire « Attends, je mets quand même la main sur un actif qui a été développé par un tel. Je vais mettre le prix pour bénéficier de cette solidité qui est probablement peut-être un peu plus grande que si c'était un inconnu ou une inconnue. Attention, ça c'est psychologique, c'est pas forcément vrai. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on voit une vraie augmentation des prix année après année. Elle est beaucoup plus marquée sur les sites d'affiliation, comme vous pouvez le voir.
elle est moins marquée et on est même sur une baisse. Mais encore une fois, ça, c'est du tout petit volume et on n'est pas spécialisé infoproduits. Donc, nous, on voit plutôt une baisse sur les infoproduits. Par contre, on voit que ça grimpe tranquillement sur les e-commerce, ça se stabilise sur les dropshipping et ça grimpe fortement sur les sites d'affiliation. Donc, le but, ce n'est pas de vous pousser dans l'édition de sites d'affiliation versus e-commerce. Ça, c'est chacun choisit son modèle économique. Mais en tout cas, si vous réfléchissez revente, il y a une réalité économique qui est que la demande étant tellement forte sur les sites d'affiliation. Alors, dans affiliation, je vais mettre aussi tout ce qui est display. On peut faire de la vente de liens également dans un site d'affiliation, mais majoritairement, site de contenu affiliation, on est sur des multiples qui partent de plus en plus haut. Et pourtant, à x30, on est encore extrêmement loin de ce qui se fait aux US. Pareil, Asynchrone l'évoquait tout à l'heure, mais aux US, en ce moment, c'est x40, x50, x60. Je vois des multiples même qui sont parfois encore plus hauts que ça sur certaines plateformes. Donc, est-ce que pour autant, ça veut dire que la France va se rapprocher des US en termes de multiples? C'est pas forcément sûr parce qu'on parle quand même un petit peu d'une bulle économique là-bas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut tout à fait envisager se rapprocher dans les mois ou dans les années qui viennent de multiples se rapprochant de 3 ans de profit net, alors qu'il y a encore 2 ans, voilà, on était à x22 en moyenne sur les sites qu'on vendait. Prendre 8 points de multiples en 2 ans, c'est absolument énorme. Ça a été drivé aussi par la période Covid avec un vrai plus fort intérêt des gens pour acheter des business. On verra si ça se poursuit ou pas. Maintenant, comment augmenter la valeur de ton site à la revente? Alors là, je préfère le préciser, il n'y a pas de méthode miracle. Tu posais la question tout à l'heure, Romain, en combien de temps on prend un site, on le monte et on le prépare à la revente? Une valorisation, ça se fait de manière générale sur 6 à 12 mois de profit net mensuel. C'est-à-dire qu'on prend les 6 à 12 derniers mois de profit net mensuel et on applique un multiplicateur sur cette moyenne. Pourquoi on prend 12 mois? Majoritairement pour avoir une vision d'ensemble de la possible saisonnalité de certaines thématiques et pouvoir refléter à la fois les périodes hautes et les périodes basses. Si on prend par exemple un business Amazon et qu'on prend que les 6 derniers mois en ce moment, 7 derniers mois, et qu'on inclut par exemple Noël, on ne va pas du tout refléter potentiellement une période creuse qui pourrait arriver pendant l'été. Donc, on peut prendre sur les 6 derniers mois uniquement dans une thématique qui est soit en hausse croissante, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un site qui a déjà atteint un plateau et on est sur un site qui tous les mois continue à grimper. À ce moment-là, on peut décider de prendre les 4 ou 6 derniers mois pour refléter le fait qu'on ait une hausse croissante. Mais à partir du moment où on décèle qu'il y a la moindre saisonnalité sur un business, on est obligé, nous en tout cas, en tant que courtier, encore une fois, d'aller utiliser ces périodes hautes et ces périodes basses pour venir pondérer la valeur du business. Donc, il n'y a pas de méthode miracle pour faire augmenter la valeur de ton business. Tu ne peux pas te dire, tiens, je vendrai bien le mois prochain, je vais faire telle action et je vais prendre 30% de valeur. Ça n'existe pas, en tout cas pas chez nous. Par contre, si tu t'y prends plusieurs mois à l'avance, il y a plein de choses que tu peux faire pour augmenter de manière substantielle la valeur de ton business. Je ne vais pas toutes les détailler. Ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'en vous donnant les pistes, vous aurez largement matière à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer ouvrir la vente de liens sur ton site. Je préfère le préciser, attention aux abus. Un site internet qui fait où la bascule se ferait sur la vente de liens au lieu de l'affiliation, on va devoir pondérer la valorisation, mais à partir du moment où vous rajoutez peut-être 10, 15, 20% de CA avec de la vente de liens, vous n'allez pas impacter la valorisation finale, vous allez par contre augmenter le prix de vente final grâce à une augmentation du profit. Vous pouvez aussi ajouter de la pub. Moi, j'ai fait souvent le choix de ne pas mettre de publicité sur mes sites. En ce moment, je suis en phase de préparation à la revente d'un business. Et mettre de la pub plusieurs mois à l'avance, c'est aussi un moyen d'aller grappiller peut-être 1 000, 2 000 euros par mois en préparant l'exit. Petite précision quand même, on évite Ezoic Booster. Des fois, c'est une astuce qui peut vous être filée. Ezoic a cette option de déclencher le booster. Ezoic Booster, ce n'est pas viable sur un site. Allez pas faire éclater votre UX et la performance avec un truc qui n'est pas tenable dans le temps. On en a vu des sites passer. Ça avait fait
un petit peu le buzz l'année dernière, un site de calcul de rentabilité de salaire brut, voilà, qui avait été un petit peu boosté avec Ezoic Booster. Je ne sais pas qui a donné l'idée aux vendeurs à cette époque-là, mais pas une super idée parce qu'Ezoic Booster, ce n'est pas tenable en termes de UX, UI sur un site internet. Donc faites attention à ça. Mettre des pubs, c'est bien. Dégommer votre site en termes de performance, ce n'est pas génial. On peut aussi aller challenger les rémunérations existantes. Si vous vous y prenez quelques mois à l'avance, aller négocier, essayer d'augmenter, passer d'un CPA à un rev share ou d'un rev share à un CPA. Souvent, d'ailleurs, dans ce sens-là, ça peut être plus pertinent à court terme. Augmenter votre CPL, augmenter votre rémunération, ça se négocie. On a souvent tendance à l'oublier, mais si vous avez une performance qui est pertinente, ça vaut le coup de tenter d'écrire à votre affiliate manager et puis de lui demander une petite hausse de rémunération. Négocier tes coûts actuels. Donc ça, on est plutôt sur la partie e-commerce, dropshipping. Vous l'aurez remarqué, je ne vais pas beaucoup en parler parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne suis pas là pour parler d'un domaine que je ne maîtrise pas. Mais on peut faire ce travail aussi pour essayer de diminuer, je ne sais pas, ça peut être peut-être la logistique, peut-être ça peut être le stockage, peut-être ça peut être renégocier un petit peu la matière première. Je vous laisserai réfléchir si vous êtes dans ce type de business. Et une chose qu'Asynchrone a dit tout à l'heure, retoucher tes contenus les plus rentables. La fraîcheur, c'est important. Si vous prévoyez de vendre dans quelques mois, finalement, ce n'est pas très compliqué, entre guillemets, d'identifier les 5 ou 10 pages qui génèrent le plus de trafic, qui génèrent le plus de business sur votre site et de les retravailler. Ça ne sert à rien potentiellement de retravailler tout votre site parce que ça va vous demander du temps, peut-être que ça va être de l'argent et vous êtes là pour préparer une revente, pas pour éclater votre profit net mensuel. Mais en tout cas, retoucher les contenus les plus rentables pour aller bénéficier d'un petit boost dans quelques mois, ça peut être extrêmement rentable. Et je vous ai préparé quelques autres idées en fin de conférence sur des trucs un peu plus précis, mais qui, je pense, sont encore plus applicables sur la stratégie de achat, boost, revente. Du coup, pour enchaîner, j'ai beaucoup parlé de l'importance de choisir le courtier ou la plateforme. Je vous ai fait une liste, attention, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles on peut vendre. Mais pourquoi j'ai mis les noms qui sont ici? Parce que je considère que chacun de ces noms que je vous ai mis là correspondent à des notoriétés ou des crédibilités acquises sur le marché. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on vend un site internet, c'est que si on le met sur une plateforme tout venant, on aura du trafic tout venant et on aura un accompagnement tout venant. Quand on choisit une plateforme en fonction de sa spécialité, on accède en général, si la plateforme est bonne, à un accompagnement spécialisé et à un réseau d'acheteurs plus spécialisé. Aujourd'hui, par exemple, et encore une fois, c'est que des exemples, prenez pas tout au pied de la lettre, FE International, qui est une plateforme de courtage à l'international, a une vraie expertise reconnue sur la vente de SaaS à l'international. C'est eux, par exemple, qui ont vendu il n'y a pas très longtemps Answer the Public à NP Digital, l'agence de Neil Patel. Il n'y a pas 36 000 plateformes dans le monde qui ont la capacité de traiter ce type de dossier et d'obtenir les prix de vente sur des SaaS. Donc, si vous avez un gros SaaS US ou EU, FE International est probablement la meilleure plateforme vers laquelle vous tournez pour obtenir le meilleur prix de vente. Nous, chez Dotmarket, vous l'aurez remarqué, dans les slides, en tout cas, j'espère, on a une expertise qui est plutôt site de contenu et e-commerce FR Europe, avec une vraie expertise surtout sur la partie site de contenu. C'est là qu'on arrive à obtenir les meilleures performances. Par conséquent, si vous voulez vendre un site de contenu, on va être beaucoup plus à même probablement d'obtenir des prix plus élevés. Si vous voulez vendre du SaaS à l'international, des petits SaaS, micro-acquireurs, a une très bonne réputation et a surtout la réputation de réussir à obtenir des multiples un petit peu plus élevés que le reste. Deuce, je le place parce que c'est une plateforme qu'on a rachetée l'année dernière. Deuce spécialisé en newsletter. Si on veut vendre sa newsletter sur une plateforme spécialisée, autant aller sur une plateforme spécialisée en newsletter. Empire Flippers, plus grosse plateforme d'achat-vente de sites à l'international en termes de valeur. Attention, je ne le compare pas à Flippa qui fait du tout venant. Empire Flippers a acquis une vraie expertise sur tout ce qui est Amazon FBA. Ils ont accès à tous les plus gros acheteurs pour un business Amazon FBA. Donc, si vous voulez vendre un business de ce type-là, Empire Flippers est clairement l'endroit à aller. En France, par exemple, on a des plateformes comme VIP SEO qui sont très spécialisées sur la partie site aspiré, NDD SEO. Si vous voulez vendre votre business au meilleur prix
et que c'est un business de ce type, ça vaut le coup d'aller voir cette plateforme. Des sites de dropshipping, publicité Facebook, il y a quelqu'un qui a une vraie crédibilité là-dedans sur le marché francophone, c'est Isabelle Nguyen. Si vous voulez vendre un business dans cette thématique, il faut aller voir la personne qui s'y connaît le mieux et qui a le meilleur réseau d'acheteurs pour obtenir le meilleur prix. Et après, on a toutes les plateformes qui sont un peu tout venant et qui vont vous permettre d'avoir peut-être accès à un public un petit peu plus global. Et ce sont des bonnes options, on va dire, de repli. Mais un des conseils, parce que j'en ai donné quelques autres, pour augmenter le prix d'un site à la revente, c'est aussi de bien choisir la plateforme ou la personne qui va pouvoir vous accompagner en vous ouvrant les portes, finalement, des meilleurs pools d'acheteurs dans cette thématique. Allez, il me reste 10 minutes. Du coup, logiquement, je devrais être dans les temps. Mais comment on peut anticiper et préparer une revente? Alors, il y a quelques éléments aussi qui peuvent vous permettre d'obtenir un meilleur prix à la revente. La première chose, c'est de savoir combien votre business il vaut. On a souvent le cas sur Dotmarket de voir des personnes qui arrivent et qui ne savent pas exactement combien leur business peut valoir. Donc, notre rôle, et on a développé un outil d'estimation avec ça, pour ça, c'est de donner une première idée concrètement de combien ce business peut valoir. Maintenant, il ne faut jamais prendre ça à la lettre. Il y a la réalité des outils, comme notre outil, et il y a la réalité de ce qu'on appelle la méthode des comparables. La méthode des comparables, c'est ce qui permet à un instant T de déterminer qu'un business peut valoir plus cher parce que des concurrents ou la demande est plus forte sur le marché à ce moment-là pour ce type de business. C'est ce qui fait, par exemple, qu'en ce moment, si vous vendez, par exemple, un business dans la crypto, l'outil d'estimation de base qui va vous donner un multiple marché, qui va être probablement autour de 2 ans, un peu plus de profit net, ne sera peut-être pas suffisant et il va falloir qu'on rajoute une couche de compréhension marché pour se rendre compte que par la pression de la demande et par le prix de vente des business crypto en ce moment, on peut probablement aller chercher 2 ans et demi, 3 ans de valo sur un business dans cette thématique. Voilà, donc faire le travail d'estimation et se renseigner sur ce qui se passe sur votre niche en ce moment, ça peut vous aider à déterminer quel est le juste prix à proposer pour votre business. Anticiper, préparer la revente, c'est aussi ordonner votre data room. Présenter à un acheteur des PNL détaillés, un petit pitch deck, la liste des choses qu'il pourrait faire pour développer le site, la liste des points positifs, des points négatifs, bref, des choses finalement assez standards, mais préparer la revente d'un business, c'est aussi préparer la documentation nécessaire pour bien le présenter. Créer des petits tutoriels, ça peut changer la donne. Alors évidemment, sur un site WordPress, ça va être assez simple. Mais si vous avez des petites choses un peu particulières, un plugin, que vous avez l'habitude de faire de la mise en page un peu spécifique, préparer des petits tutoriels, vous verrez, c'est aussi un excellent moyen de gagner la confiance d'un acheteur et de faire en sorte, pas forcément que cet acheteur paye plus cher, mais que cet acheteur négocie moins le prix de votre business simplement parce qu'il va se sentir en confiance et il ou elle va avoir la sensation que ça va être très facile de reprendre votre business et de le développer. Sous-traiter, ça c'est une chose ça peut être soumis au débat, mais si vous passez 35 heures par semaine sur votre business, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera beaucoup plus difficile à vendre que si vous avez un business qui rapporte peut-être un petit peu moins, mais qui est en partie automatisé. Donc, à un moment donné, si vous réfléchissez à préparer la revente, ça peut valoir le coup aussi de vous dire que mon business à 35 heures par semaine que je passe moi, en réalité, il vaut vachement moins cher en termes de multiples que si j'y passais plus de 10 heures et que j'avais sous-traité à quelqu'un. Donc après, il faut faire les calculs, évidemment, mais réfléchissez-y, le temps passé sur un business, c'est super important. Te poser la question de ce que tu feras après, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est une bonne question à se poser parce qu'on vend en général avec l'esprit plus libre quand on sait ce qu'on va pouvoir faire après. Et identifier les meilleures cibles. Parfois, ça ne sert à rien de passer par des courtiers. Parfois, si vous connaissez bien vos concurrents, que vous connaissez un petit peu leur stratégie, allez les voir et leur proposer directement votre business à vendre peut être un excellent moyen d'obtenir la meilleure valorisation possible. Quelques no-go absolus. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'il me reste 7 minutes et j'aimerais passer un petit peu de temps sur la partie achat-vente de sites Quick Wins. Mais il y a des choses qu'il faut évidemment éviter. On évite sur la majorité des plateformes tout ce qui est site Black Hat, site expiré remonté à l'arrache, sites qui viennent de se faire pénaliser, les sites 100% sponsor, etc., etc. Vous aurez les slides, c'est de la logique. On n'essaye pas de vendre un site qui vient de se faire éclater. Asynchrone l'a dit. L'objectif, c'est de vendre
En tant qu'acheteur, on veut un business qui est solide, même s'il y a des acheteurs spécialisés dans la retape de sites un peu pénalisés. De manière générale, on évite de proposer sur le marché des sites éclatés. Voilà, alors dernière partie, acheter, quick wins, revendre. Acheter un site, le retaper, le revendre, c'est comme un investissement immobilier. Vous pouvez trouver un bon appartement qui est un petit peu dans son jus, une bonne maison qui est dans son jus, faire les bons travaux. Et si vous avez choisi le bon bien immobilier, que vous avez fait les bons travaux, vous pouvez le revendre avec un profit. Un site internet, c'est pareil. Reste à trouver le bon actif initial, d'avoir le bon pack de compétences nécessaires pour agir et de réussir à le retaper assez vite pour que le flip soit rentable. Si vous retapez un site sur 3-4 ans, en général, vous aurez la rentabilité, mais ça ne sera plus un flip. On parlera à ce moment-là d'un achat, développement long terme et revente. Donc, où trouver des sites à retaper? Ça, c'est la première chose. Je vous ai mis une petite liste de plateformes. Faites le tri. En général, si c'est des sites à retaper, c'est que c'est des sites qui ont probablement quelques warnings. Donc, prenez le temps de bien les auditer pour les trouver. Mais en tout cas, toutes ces plateformes-là, vous allez potentiellement pouvoir trouver des petites perles. Et quand on veut retaper un site, l'objectif, c'est de trouver le meilleur rapport entre le prix, l'existant et le travail à faire pour obtenir des résultats. Maintenant, quelques idées pour faire prendre de la valeur à un site. Et là, je vais me permettre de faire de la pub, mais pas pour nous, mais plutôt pour des collaborateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'augmenter les rémunérations de vos programmes affiliés. Maximilien a racheté il n'y a pas très longtemps un business qui s'appelle Affiliate List. Dedans, je crois qu'il a passé les 840 programmes. Désolé Maximilien si je n'ai pas le chiffre à jour, mais je crois que c'est ce que tu as tweeté il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est que des programmes qui, en plus, ont été sélectionnés pour le fort taux de pourcentage du programme en question. Allez y faire un tour, potentiellement, c'est payant, il y a du sample, utilisez-le, mais en tout cas, ce type de liste ou les listes gratuites publiées sur les makers et par asynchrone, ça peut être des outils pour aller challenger un petit peu l'existant. Donc, si vous rachetez un site qui a un programme affilié, par exemple, c'est sur Amazon et que vous trouvez dans cette liste un programme affilié en direct qui rémunère 3 fois mieux, ça peut être un quick win assez rapide à mettre en place. L'année dernière, avec EasyWins, on a traduit en français leur outil qui s'appelle easywins.io. EasyWins, pourquoi j'aime bien cet outil? Je l'utilise aussi sur mes sites parce que c'est clairement un outil qui a été créé par Mushfiq. Mushfiq, qui est un mec reconnu dans l'univers de l'achat-vente de sites sur le marché anglophone, pour lister en fait des idées de quick wins à faire sur un site. Pardon. Donc, pareil, c'est un accès payant. Évidemment, les outils que je vous partage, tout n'est pas disponible gratuitement, mais en tout cas, c'est un des outils où on peut aller chercher des idées pour retaper un site et aller appliquer, avoir une liste de 110 choses à faire sur un site pour venir augmenter potentiellement sa performance. Il y a des choses gratuites aussi. Celle-ci, je l'aime bien. Vous aurez les slides, je crois, donc vous pourrez cliquer sur le lien. Mais globalement, c'est une belle petite thread de Andrew qui explique comment il identifie ces produits vendus sur Amazon qui rapportent le plus et comment, petit spoiler évidemment parce que la thread est un peu longue, comment il utilise ça pour aller ensuite négocier en direct des meilleures rémunérations avec les manufactureurs, les producteurs des produits qu'il vend le plus sur Amazon. Donc ça, c'est une petite astuce, mais si vous vendez 100, 200, 300 produits par mois et que vous touchez 3, 4, 5%, demain, allez contacter potentiellement les personnes qui vendent ces produits et vous aurez peut-être de belles surprises. Challenger ton display. On a parlé des Zoic tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a par exemple un acteur qui s'appelle Mediavine qui arrive tranquillement en France avec des rémunérations qui apparemment ont l'air assez intéressantes. Je n'ai pas réussi à avoir accès, donc je vous dis ça sur la base uniquement des choses qu'on a pu me dire. Mais voilà, aujourd'hui, si vous utilisez AdSense, peut-être que ça vaut le coup d'étudier Ezoic. Ou si vous rachetez un site qui est sur AdSense, ça peut valoir le coup d'aller sur Ezoic. Si vous rachetez un site qui est en AMP, ça vaut le coup peut-être de désactiver AMP. Coucou Romain, qui m'a partagé cette étude de cas il n'y a pas très longtemps, qui a fait exploser son RPM en désactivant l'AMP sur un site qu'il venait de racheter. Quick win, hein, on passe de 4 à je ne sais plus combien de dollars pour 1000 vues. Clairement, rentabilité immédiate. Il y a une thread aussi de Nicolas Robineau sur l'utilisation qu'il a faite des push notifications. Voilà, challenger le display d'un site qu'on rachète, c'est aussi un bon moyen potentiellement d'avoir des wins assez rapides.
Et enfin, c'est ma dernière slide, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Allez voir cette thread développée par Gaël Breton, qui s'est amusé à décortiquer le site VPN Mentor. Pourquoi c'est important d'aller étudier ces threads? Parce que quand on reprend un site, aujourd'hui, tous les sites affiliés se ressemblent. Vous allez sur n'importe quel site, vous allez voir un tableau Amazon plus ou moins dégueulasse, vous allez voir les mêmes call to action, vous allez voir les mêmes templates. Tout le monde se copie. À un moment donné, si on veut optimiser un site, il faut réussir à faire des choses un petit peu différentes. Et le travail qu'a fait Gaël Breton d'aller étudier VPN Mentor, c'est un site qui fait du comparatif de VPN, comme son nom l'indique, qui s'est revendu 150 millions de dollars il n'y a pas longtemps. 150 millions de dollars, pour vous donner une idée, je crois qu'on est dans les fois 60 ou fois 80 en termes de multiples. C'est gigantesque. Mais ce qui est intéressant sur ce site, si vous allez y jeter un œil, et si j'avais quelques minutes de plus, je vous le décortiquerai étape par étape, mais là, ça va être un petit peu trop long. VPN Mentor, c'est ce qui se fait probablement de mieux en termes de comparatif VPN, en termes de EAT sur le VPN, en termes de monétisation sur le VPN. Allez y jeter un œil, mais allez y jeter un œil aussi à des sites comme Healthline, comme Les Numériques. Et j'ai rajouté en vitesse les sites cités par Asynchrone parce qu'il y a vraiment des bons exemples de façon très intelligente de rajouter des CTA dans vos contenus et d'aller optimiser réellement le passage à l'action et donc les thunes que vous allez générer avec un site. Et parfois, faire passer un site qu'on achète, qui n'a pas beaucoup de revenus, à un site qui cartonne, c'est aussi simple que prendre un petit peu le temps de rajouter les bons boutons, d'imaginer un tableau un petit peu différent et de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, je crois avoir respecté les 45 minutes. Merci à tout le monde et questions-réponses. Merci Kevin, c'était top. Franchement, très très bonne conf, très complète, beaucoup de data. Moi, j'ai vraiment apprécié ta transparence au niveau des data, les modèles économiques, voilà, tout ça, vraiment les prix, etc. C'est vraiment intéressant et c'est concret pour quelqu'un qui a déjà des sites et qui souhaite les revendre ou les retravailler avant de les revendre, ou quelqu'un qui se laisse 6 mois, 1 an pour se créer un vrai patrimoine de malade et après passer par d'autres markets pour les revendre pour les sites qui sont rentables, qui ont fait du CA, de la marge. Donc vraiment, franchement, chapeau, j'ai beaucoup aimé. Merci, c'est cool. Il y a de bons retours aussi dans le chat. Et oui, c'était vraiment très intéressant. Et très, très oui, c'est une vision qu'on va, qui n'a pas été souvent partagée encore, en tout cas. Donc c'est bien d'avoir un retour d'un des leaders du secteur. C'est clair. C'est top. Bon, bah cool. Questions-réponses? Il y en a ou questions? Oui, il y a 5. Vas-y, Yannick, je t'en prie. Il y a des questions. Alors, on a une première question de Led Zepp, je vais l'afficher comme ça. Si je veux mettre mon site sur Dotmarket, est-ce que ça coûte quelque chose s'il n'est pas vendu? Et qu'est-ce que ça coûte quand il est vendu? Voilà. Ouais, bonne question. Ça coûte rien s'il n'est pas vendu parce qu'on bosse uniquement à la performance. C'est une des différenciations aussi qu'on a voulu mettre avec Dotmarket. On est éditeur de site à la base, on sait ce que c'est de bosser à la performance en fait. Quand tu fais de l'affiliation, tu n'es pas payé avant d'avoir généré des ventes pour les autres. Donc on a choisi le même modèle. On bosse à la performance. Si le site est vendu, on prend 4% du prix de vente côté vendeur. Et s'il n'est pas vendu, c'est un échec pour nous. Donc on essaye de ne pas accepter les sites qu'on n'est pas capable de vendre. Et si on les accepte, on essaye vraiment de les vendre. Voilà, très, très bonne réponse. Et tu as une barrière à l'accès au catalogue qui est assez difficile ou pas? Qui est assez difficile. Enfin, tu filtres beaucoup ou tu laisses la chance même à. Ouais, tu laisses pas. Si instinctivement, si tu vois que c'est un peu bancal, qu'il y a des trucs bizarres ou même que l'interlocuteur manque de crédibilité ou autre, on base. Filtres, quoi. Okay. On base. L'année dernière, pour vous donner une idée, on a reçu 2700 demandes d'estimation sur Dotmarket et on a vendu 22 sites. Ça te donne un. C'est un gros boulot, ouais. Alors après, je précise évidemment, sur les 2700, tout le monde ne voulait pas vendre, mais les plus grosses raisons de refus, c'est souvent que c'est trop petit. C'est pour ça que, mini instant pub, mais c'est pour ça qu'à la rentrée, on lance Below20.eu, une plateforme qui sera vraiment réfléchie pour traiter ces dossiers-là, parce que tu t'en doutes, le travail d'audit qu'on fait,
il n'est pas rentable si on audite un business à 10 000 euros de valo, tu vois, c'est pas possible. Donc, on le faisait au tout début. Aujourd'hui, on peut plus le faire. Donc, on réfléchit à comment proposer des solutions qui permettent aux gens qui ont des plus petits sites de les vendre en étant aussi cadrés. Donc, on refuse évidemment tous ces sites-là. Mais de manière générale, c'est sûr qu'un site arrive et il a quelques-uns des no-go que je vous ai mis dans les slides, il ne fait pas long feu et on le renvoie à la concurrence. Ouais, voilà. C'est gentil, petit cadeau. C'est gentil. Il y a un marché pour tout le monde. C'est clair. Et Below 20, c'est ça? Ça sort en septembre. Ouais, si tout va bien, ça sortira en septembre, effectivement. Il y a une landing page pour être informé et faire partie un petit peu des bêta-testeurs. On espère pouvoir sortir en septembre. Ok, génial. Ouais. Du coup, la question suivante, tu as quasiment répondu puisque tu as parlé de 10 000 euros. Donc, je pense que c'est le budget minimum pour commencer à regarder sur d'autres markets des sites à acquérir. Ouais, ça a même grimpé, hein, on espère en fait, honnêtement, on espère. Encore une fois, moi je viens du monde de l'édition de sites, ça n'a jamais été mon ambition de devenir un cabinet M&A qui ferait que des business à 500K, tu vois, c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu on a le cul un peu entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'équipe assez grande pour être capable de traiter tous les sites qui sont soumis à la vente. Et du coup, on est obligé de faire des choix sur de la rentabilité aussi parce qu'il y a une boîte à faire tourner derrière, des salaires à payer, etc. Donc aujourd'hui, tu verras rarement des business à moins de 30, 40 000 euros listés sur DotMarket. Par contre, dans les mois qui viennent, entre la plus petite plateforme, si je puis me permettre, et les recrutements, notre objectif, c'est vraiment d'être capable de traiter de quelques milliers d'euros à 5 millions d'euros. Donc, tu vois, ça fait une vaste fourchette, mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'évidemment s'amuser à se batailler avec quelques cabinets M&A sur des gros dossiers qui font plaisir quand la commission, elle tombe, mais de surtout pas laisser le segment des plus petits sites parce que c'est de là où on vient, c'est là qu'il y a de la demande, c'est là qu'il y a du besoin d'accompagnement et c'est là aussi qu'il y a du business à faire, mais il faut le réfléchir un peu différemment. Oui, bien sûr. Et du coup, j'avais vu aussi si tu proposes des solutions de financement sur DotMarket. Alors, nous, on n'en propose pas en nom propre, hein, parce qu'on n'est pas un organisme de financement. Par contre, on bosse avec des plateformes qui permettent d'avoir des solutions de financement. Pour les plus petits sites, ce qui est le plus abordable, c'est Mansa, M-A-N-S-A, qui propose des prêts aux auto-entrepreneurs sur des critères qui sont quand même relativement accessibles. Donc, pour racheter des petits business jusqu'à 20 000 euros, ça peut être une aide. Après, pour tout ce qui est intermédiaire, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. On travaille sur des solutions de financement. On a des partenariats avec October, avec Carmen, avec Silver, et il y en aura probablement d'autres qui vont arriver dans le futur. Mais c'est souvent des solutions pour des plus gros rachats ou du financement de la croissance. Sur du rachat de petits sites, on est encore en France, on ne va pas se mentir, un peu en retard sur les options de financement grand public. J'imagine, oui. Mais c'est bien de savoir qu'il y a quand même des solutions qui arrivent qui permettent de débloquer des fois des situations pour quelqu'un qui voudrait investir mais qui n'a pas forcément aujourd'hui le budget. Exactement. Et sur du 0,20K, vraiment, Mansa, c'est une option, c'est viable, c'est sympa, c'est efficace, c'est rapide. Ça sera la solution de financement principale qu'on proposera sur Below20 parce que ça collera parfaitement au type de site qu'on vendra. Et j'espère que ça aidera en tout cas une partie des gens qui ont besoin de financement sur ce créneau de site de pouvoir débloquer des sites. Et sur Below, on pourra acheter des sites qui ne font pas de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on pourra acheter des sites qui ont un gros potentiel qui ne sont pas encore monétisés? Oui. Ouais. Okay. C'est là toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui sur DotMarket, ça on les refuse en grande majorité parce que c'est difficile. Et tu vois, Clément, comment valoriser un site sans monétisation? En fait, on peut étudier un petit peu. Là, on doit se basculer sur la méthode des comparables ou faire des projections de RPM, par exemple. Si tu plugues de la publicité sur un site, tu peux estimer que ça ferait à peu près tant. Et du coup, si tu pondères ça… Mais tu vois, c'est toujours un peu tiré par les cheveux. Et un site qui n'a pas de monétisation, c'est toujours un site qui sera… qui aura beaucoup d'inconnus en termes de revente. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit exactement quoi en faire pourra mettre un prix complètement délirant. Et quelqu'un qui aura juste quelques idées
va forcément te tirer le prix vers le bas et se dire, bon, bah, vas-y, je te file un chèque de 10, 15, 20K juste pour racheter le trafic et après, on verra ce que ça fait. Donc, c'est pas le plus facile à vendre, mais évidemment que ça se vend. Et moi, j'ai déjà racheté des sites sans monétisation parce que je voyais un peu ce que je pourrais en faire en termes de potentiel. Mais ça, c'est un truc à avoir en tête. J'aurais dû le mettre dans les slides. Les acheteurs achètent le potentiel, mais payent pour l'existant. Tout le monde a envie de choper un site avec du potentiel. C'est la base même d'un site. Mais par contre, tu ne payes pas le potentiel. Ça n'existe pas. Tout à fait. Alors, on va passer à une autre question. Est-ce que pour toi, le CMS va influencer dans la revente? Quelle incidence ça peut avoir? Ouais, totalement. On l'a vu sur des CMS un petit peu plus underground sur d'autres markets que ça peut fortement soit engendrer de la négociation de personnes qui vont inclure en fait dans les coûts d'achat un coût de migration vers une techno qu'ils maîtrisent déjà, soit complètement rebuter certains acheteurs qui ne vont pas vouloir bosser. Je pense à Drupal par exemple qui peut être un peu galère. Quelqu'un qui ne connaît pas Drupal, tu as beau pouvoir le migrer sur WordPress assez facilement aujourd'hui, a priori, ça peut refroidir pas mal de personnes. Donc, les CMS classiques, en fait, se vendent plus vite parce qu'en général, il y a un niveau de compréhension et de facilité à la reprise qui sont plus grands. Donc, tu t'ouvres une cible plus large. Et du coup, tu considères le CMS dans la valorisation ou c'est juste ça impacte les délais de vente parce qu'il faut trouver le bon acheteur? Ouais, on va pas l'inclure on va pas mettre une pénalité Drupal, par exemple. Par contre, on va être capable de prévenir les vendeurs que il y aura probablement un peu plus de négociations liées à Drupal ou que ça se vendra un petit peu plus lentement parce que c'est un CMS moins connu, facile. Ouais. D'accord. C'est quoi tes gros critères pour évaluer la valeur d'un site en termes de priorité? Ça a coupé, mais c'est les critères de site qu'on recherche sur plus les critères d'évaluation pour chiffrer un site en termes de priorité, genre ton top 3 vraiment les plus importants et le reste, ça peut être négligeable. Ouais, le top 3, clairement, c'est le ratio chiffre d'affaires profit. Parce que le calcul de base se fait quand même sur le profit net généré par le site internet. Le deuxième élément, c'est la courbe, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une tendance de revenu trafic, les deux pouvant souvent être corrélés, qui dit que ce site est en bonne santé ou en tout cas stable. Ça, c'est super important parce qu'à partir du moment où ça descend, il faut diminuer les multiples et puis il faut prendre les derniers mois de profit qui vont être plus représentatifs que l'ancienneté. Et le troisième, c'est le temps passé. Le temps passé, aujourd'hui, alors sur un site d'affiliation, c'est rare qu'on y passe 35 heures, mais sur un site e-commerce ou un dropshipping, on voit des fois passer des dossiers qui ont 2-3 cas de rentabilité mensuelle. Mais si la personne, elle bosse 35 heures par semaine dessus, en réalité, le site, il vaut entre guillemets 0 parce que le temps passé dessus est complètement bouffé par le profit. Donc, ça peut fortement impacter le temps passé sur le site pour obtenir la performance. Et si cette performance n'est pas suffisante, attention. C'est vrai que si, dans le cadre d'un rachat d'un site, si on doit mettre 2 effectifs, si on doit avoir des ressources techniques, etc., ça peut être problématique, c'est clair. Exactement. Et puis même si on considère le temps a une valeur et du coup, c'est un coût en fait au final c'est un coût qui vient en déduction du chiffre d'affaires. Du coup, la marge, elle est rognée, quoi. Exactement. Alors, on se prend une dernière question, Oyonix? Ouais, juste 2 peut-être. J'avais une question sur des pages, des chaînes YouTube. Est-ce que tu as déjà vu des chaînes YouTube en vente? On en a déjà eu qui ont été soumises à la vente, mais on n'a jamais travaillé dessus parce qu'elles n'étaient pas monétisées. Et ce n'est pas notre expertise. Donc, nous, on se focalise vraiment sur des actifs sur lesquels on est capable d'avoir une expertise. Ça se vend. Ça peut se vendre, mais avec toutes les contraintes qui vont avec la chaîne YouTube. Si c'est ta tronche sur la chaîne YouTube, c'est un peu plus difficile de la vendre. Si elle fait juste des vues, mais pas de revenus, on retombe sur la même difficulté qu'on a vu avec les sites non monétisés, mais on peut faire des calculs de RPM selon la thématique. Je crois qu'il y a des tableaux quand même de revenus publicitaires par thématique sur YouTube qui sont assez clairs. Donc non, on n'en a pas vu.
Oui, ça fait partie des actifs que je trouve intéressants à la revente. Mais en termes de valo et en termes de réseau d'acheteurs aujourd'hui, c'est clairement pas notre spécialité. Oui. Ouais, puis ça peut être, il peut y avoir des complexités, comme tu l'as évoqué. Et on a une question un peu plus projet. Donc, projet de changement de carrière, quelqu'un qui s'intéresse à l'affiliation, mais avant d'investir, donc qu'est-ce que tu conseillerais en fait pour maîtriser le sujet et se lancer en fait dans cette aventure-là? Là, si je réponds pas, va suivre la formation d'Asynchrone. De toute façon, je me fais blacklister. Donc, non, mais évidemment, il faut se former. Est-ce qu'il faut se former avant? Est-ce qu'il faut se former pendant? Ça, c'est un choix stratégique. Moi, j'aurais tendance à dire forme-toi avant pour une simple et bonne raison, c'est que si tu réalises pendant la formation qu'en fait ça te plaît pas, au moins tu n'as pas acheté le site pour rien, parce que c'est quand même un métier à part entière. Hein. Vous pourriez faire une conf sur tous les désavantages de l'édition de site. Il y en a plein. Hein. C'est pas un métier de rêve. C'est pas que un métier de rêve. Donc, avant de claquer 50 000 euros, c'est bien de se poser derrière une formation, de réaliser que tu vas passer du temps derrière ton ordinateur, de réaliser qu'il va falloir que tu fasses des choses qui peut-être te font pas kiffer, de la recherche de mots-clés, de la gestion, de la création de contenu, du netlinking, etc. Et si ces actions-là, ça te plaît, à ce moment-là, c'est une bonne idée, évidemment, de t'intéresser à du rachat de site pour gagner du temps. Mais forme-toi avant, ouais. Ouais, c'est mieux d'avoir une expérience, de se faire une petite expérience au moins avant de se lancer sur ce genre de projet. Ouais, même si je trouve que l'avantage d'un site d'affiliation, c'est que tu peux te former en même temps que tu le reprends. Par rapport à un site e-commerce où Oui. tu as une sorte d'obligation à être performant tout de suite. Parce que si tu sais pas gérer tes commandes, tes pubs, ton SAV, etc., c'est directement ton chiffre d'affaires qui baisse. En affiliation, tu peux avoir une sorte d'inertie, tu vois, avant qu'il y ait une problématique. Donc, ça peut durer plusieurs mois avant d'avoir à faire quelque chose de majeur sur ton site, potentiellement. Mais te former, pour moi, c'est vraiment plutôt prendre conscience de est-ce que c'est quelque chose qui te plaît. Et si c'est pas un business qui te plaît, bah, faut pas se lancer dedans, évidemment. C'est sûr. Merci en tout cas pour cette réponse très précise, très claire. Merci à vous. Merci Kevin, c'était top. Un petit mot de la fin avant de passer à la pause. Ben écoute, mot de la fin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. On a une newsletter tous les mardis qui sort sur l'achat-vente de business. Et si vous voulez faire estimer votre site, c'est dotmarket.eu/estimation. Voilà. Yes. Je vais renvoyer le lien, estimation. Impeccable. Et Bilo qui sort en septembre. Exactement. Merci pour l'invitation, c'était cool les gars. Merci Kevin, c'était vraiment top. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.